Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie et management. On ne vous présente plus, professeur de stratégie et management à Lyon Business School. C'est ça. Blog philippsilberzan.com. L'autodestruction des universités et la puissance des minorités sont deux papiers que j'ai rapprochés de votre blog. Là. Alors d'abord, l'autodestruction des universités, est-ce que vous avez en tête, c'est Harvard? Oui, alors il y a eu effectivement une série d'événements, c'est pas nouveau, mais ça a été vraiment mis en exergue récemment. Il y a eu Harvard, il y a eu Yale, Columbia, des très très grandes universités américaines qui ont été effectivement le théâtre de manifestations, alors dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, de Gaza et des attaques terroristes du 7 octobre. Et de façon assez étonnante, ces attaques, ces réactions, ces manifestations, ces blocus, voire certaines manifestations assez hostiles envers des individus juifs, n'ont pas été sanctionnées par l'université, au nom de la liberté d'expression. Donc c'est une conception assez large de la liberté d'expression. Est-ce que tout peut être dit et surtout est-ce que tout peut être fait? Et évidemment, ça a causé beaucoup de surprises et de scandales. Et il y a eu des auditions au Congrès américain qui ont été assez calamiteuses, puisque les trois présidentes, en l'occurrence, de ces institutions, en défendant l'idée d'une liberté totale d'expression, se sont vus rappeler leur action en la matière dans d'autres domaines, et on s'est aperçu qu'il y avait un peu un double standard, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire, et d'autres, notamment ces actions antisémites, qui étaient, elles, parfaitement acceptables sous couvert de liberté d'expression. Donc c'est ce côté double standard qui est évidemment très, très choquant pour une institution qui repose quand même sur le savoir, la vérité, et l'honnêteté intellectuelle. Bien sûr. Alors là, la clé de lecture que vous prenez, dans un autre texte, mais également dans ce texte, c'est que finalement, la majorité silencieuse n'a pas d'importance, c'est la puissance des minorités qu'il faut comprendre. Voilà, la réaction, très souvent, alors on l'a vu à Sciences Po aussi, et que j'entends beaucoup, c'est le côté un peu extrême de certaines, alors qui part souvent d'un sentiment sincère, là n'est pas la question, mais qui se manifeste quand même par des comportements assez extrêmes, c'est de dire « Ah, mais c'est juste une petite minorité, la majorité des étudiants veut travailler, et sous-entendu, ce n'est qu'un petit problème, et le fait que la majorité des étudiants veuillent travailler fait que tout ça va passer. Voilà, on est un peu désolé, mais ça ne changera rien. Et ça, c'est une erreur profonde, puisque ce que nous apprend alors l'histoire, la sociologie, c'est que les grands changements politiques et sociaux sont le fait de minorités déterminées. Alors, sans même remonter à Lénine qui avait théorisé ça, puisque quand il s'est aperçu que la révolution mettait un peu de temps à venir, il s'est dit, bon, bah, il faut qu'on prenne les choses en main. Et Lénine prend le pouvoir avec un tout petit nombre de gens très déterminés et très organisés en 1917, alors que la majorité du pays, et d'ailleurs y compris la majorité des acteurs politiques de l'époque, n'était pas du tout sur cette ligne-là. Ce qui compte, c'est la minorité déterminée. Et c'est elle qui gagne très souvent, de même que la majorité des Allemands en 1933 n'étaient pas nazis, mais il y avait une minorité suffisante pour faire basculer les choses. Donc ça n'est pas anecdotique. Et c'est ça, au fond, cette minorité active. Alors, en bien ou en mal, parce que ça a aussi des aspects positifs, le militantisme peut conduire à des changements tout à fait souhaitables, mais de façon générale, la majorité des changements sont le fait de minorités déterminées. Rappelons que cette photo qui avait fait le tour des réseaux sociaux, de l'amphi Boutmy, renommé Amphi Gaza, absolument, voilà, à Sciences Po, avait beaucoup fait parler, donc ce qui se passe outre-Atlantique arrive également chez nous. Oui, ça, parce que les universités américaines sont extrêmement prestigieuses. Elles ont modelé les nôtres dans l'après-guerre, donc dans les modes de fonctionnement, comme la course à la publication, etc. Et puis intellectuellement, alors il y a des allers-retours. Les penseurs français ont influencé les penseurs américains et en retour réinfluencent dans leurs pratiques et dans leurs thèmes et dans leurs théories. Donc ce qui se passe aux États-Unis nous concerne directement, bien sûr. Blog philippsilberzan.com pour réfléchir. Merci à vous, Philippe. Merci, Jean-Philippe.